générale, la parole est à Madame Hélène Conway-Mouret, auteure de la proposition pour 10 minutes. Madame la ministre. Madame la présidente, monsieur le ministre, bienvenue au Sénat, puisque c'est votre premier texte, je crois. Monsieur le président de la commission des affaires sociales, madame la rapporteure et mes chers collègues, nous avons la responsabilité collective, Parlement et gouvernement, de répondre aux attentes des femmes qui continuent, au XXIe siècle, à se battre pour une égalité des chances, notamment dans leur milieu professionnel. Depuis toujours, elles ont été forcées d'invisibiliser le fait qu'elles ont leurs règles, alors que celles-ci sont douloureuses pour une femme sur deux, souvent incapacitantes jusqu'à les empêcher de travailler de façon optimale, voire à créer de véritables obstacles dans leur carrière. Ce texte tente d'apporter une réponse concrète à la fois aux employés et aux employeurs en proposant l'instauration d'un arrêt menstruel qui repose sur deux principes: améliorer la santé des femmes et, par voie de conséquence, leur bien-être au travail. Il nous offre l'opportunité de faire un pas supplémentaire pour les droits des femmes et l'égalité des chances au travail. Il s'inscrit, ce faisant, dans la suite de la loi adoptée le 7 juillet 2023 et qui visait alors à favoriser l'accompagnement psychologique des femmes après une interruption de grossesse. En adoptant ce texte, amélioré grâce au débat que nous allons avoir, le Sénat démontrera une nouvelle fois qu'il est attentif tant aux attentes de nos concitoyennes qu'aux besoins des collectivités et des entreprises. En effet, c'est bien à l'échelle locale qu'est née cette initiative, fondée sur les besoins exprimés sur le terrain et mise en place par les élus locaux. La mairie de Saint-Ouen-sur-Seine a été précurseur, suivie par près d'une trentaine de villes, y compris le conseil départemental de Seine-Saint-Denis et la région Nouvelle-Aquitaine. À ce titre, je tiens à saluer l'engagement de Karim Bouaram, maire de Saint-Ouen-sur-Seine, et de notre collègue Adel Ziane, qui ont œuvré avec leurs équipes à la mise en place de ce dispositif prometteur. Mes chers collègues, nous qui représentons les territoires et sommes les destinataires de cette demande, allons-nous y rester sourds alors qu'elle émane de nos communes et de nos départements ? N'est-il pas de notre devoir d'être en phase avec l'évolution de la société en votant des lois qui instaurent et encadrent au mieux les dispositions dont nous avons besoin ? Des entreprises ont, elles aussi, pris la même initiative. Or, aujourd'hui, il n'existe aucun cadre légal dans notre pays qui permette aux femmes de s'arrêter de travailler sans perte de salaire lorsqu'elles souffrent de dysménorrhée. Or, les différents acteurs le réclament afin de pérenniser ou d'avoir simplement le droit de mettre en place ce dispositif. Différents groupes politiques à l'Assemblée nationale ont préparé des textes en réponse à ce qu'ils entendent dans leur circonscription. Allons-nous attendre de les recevoir en seconde lecture ou sommes-nous prêts à nous mettre d'accord maintenant afin qu'ils répondent au mieux à ce que nous souhaitons ? Monsieur le ministre, la stratégie nationale de lutte contre l'endométriose, mise en place par le gouvernement d'Élisabeth Borne en février 2022 et qu'il convient de saluer, porte l'espoir d'une meilleure qualité de vie pour des millions de filles et de femmes. Toutefois, l'endométriose, dont souffre une femme sur 10, ne doit pas occulter toutes les autres formes de pathologies et de douleurs menstruelles, regroupées sous le nom de dysménorrhée, qui touchent, elles, près d'une femme sur deux, entre 15 et 49 ans, soit plus de 7 millions de nos concitoyennes. Monsieur le ministre, êtes-vous prêt à poursuivre l'action de l'ancienne Première ministre qui appelait également à encourager et faciliter l'engagement des entreprises ayant mis en place l'arrêt menstruel, mais en allant plus loin? La dysménorrhée, comme le déclarait le président de la République à propos de l'endométriose, ce n'est pas un problème de femmes, c'est un problème de société. C'est pourquoi nous croyons à la portée transpartisane de notre proposition de loi qui répond à cet enjeu de santé publique et espérons que votre gouvernement et une majorité y apporteront leur soutien. La France n'est pas novatrice en la matière, puisqu'il y a tout juste un an, le 16 février 2023, l'Espagne adoptait une loi instaurant un congé menstruel pour les femmes souffrant de règles douloureuses, une première en Europe qui est venue s'ajouter aux initiatives mises en place dans d'autres pays.
Ce jour-là, l'Espagne a répondu à l'appel de millions de femmes et a montré l'exemple en ouvrant la voie en Europe à un débat sur le sens que nous souhaitons donner à une communauté européenne sociale, solidaire, inclusive et résolument féministe. Aujourd'hui, mes chers collègues, c'est à notre tour de nous poser cette question. Quel message voulons-nous adresser à nos concitoyennes ? J'aime à penser que la France demeure ce pays qui sait se rassembler autour de sa devise de liberté, d'égalité et de fraternité, et qu'elle saurait honorer, en adoptant ce texte, les valeurs humanistes et progressistes qui font son histoire. La proposition de loi que j'ai l'honneur de vous présenter a d'abord pour ambition d'améliorer la santé des femmes, puisque pour obtenir un arrêt menstruel valable 1 an, elles consulteront souvent pour la première fois un médecin ou une sage-femme. Elles décriront leurs symptômes et obtiendront un accompagnement médical qui leur permettra de mieux gérer les douleurs et peut-être de diagnostiquer une pathologie. Il faut espérer qu'1 an plus tard, elles n'auront pas besoin de renouveler l'arrêt menstruel. Cette proposition contribue ainsi indirectement, mais certainement, à l'amélioration du suivi médical. Aujourd'hui, les femmes atteintes d'endométriose qui bénéficient d'une affection longue durée sont minoritaires, car de nombreuses femmes qui souffrent de menstruations incapacitantes n'ont pas reçu de diagnostic et attendent en moyenne 7 ans pour en obtenir un. Leur unique solution est de bénéficier d'un arrêt maladie sans prise en charge spécifique. Elles sont alors confrontées à une double contrainte, la récurrence des visites chez le médecin et une perte financière induite par le délai de carence. Cette réalité dissuade alors bon nombre d'entre elles de consulter et de s'arrêter de travailler malgré les douleurs, parfois insoutenables, qui ont un impact négatif sur la qualité de leur travail. Nous proposons de lever le délai de carence. Cette proposition de loi vise aussi à reconnaître l'existence de ces douleurs et à accompagner au quotidien les femmes qui en souffrent en leur donnant la possibilité d'adapter leur poste de travail quand cela est possible, ou d'avoir le recours ultime à un arrêt quand les douleurs sont trop sévères. Elles pourront désormais planifier et adapter leur travail en équipe en lien avec leurs employeurs. D'ailleurs, toutes les entreprises qui ont d'ores et déjà instauré le dispositif témoignent, après plusieurs mois ou années de pratique, que celui-ci ne pose pas de problème d'organisation. Comment pourrait-il d'ailleurs en être autrement, alors que les RTT et le télétravail ont conduit les employeurs à gérer avec intelligence et souplesse le temps de travail de leurs collaborateurs ? Nous devons également comprendre que les jeunes générations et les talents de demain sont à la recherche de structures qui évoluent avec leur temps, que ce soit dans le secteur public ou privé. Les entreprises avec lesquelles nous avons longuement échangé pour construire ce texte et mieux comprendre leurs attentes sont unanimes. L'arrêt menstruel, comme tout autre dispositif renforçant le bien-être au travail, renforce la productivité des salariés et a un effet catalyseur sur le recrutement et donc l'attractivité de ces entreprises, ce qui pourrait profiter à terme à l'ensemble de l'économie si un tel dispositif venait à être généralisé à l'échelle du pays. J'entends que certains de mes collègues craignent les abus qui pourraient naître d'un tel droit. Il n'y a pourtant rien à craindre. 10% seulement des femmes au sein des entreprises sondées ont sollicité un accompagnement. À Saint-Ouen, sur les 891 agentes de la ville, dont 212 sont concernées par les dysménorrhées, 28 seulement se sont signalées à la médecine du travail et bénéficient d'un protocole spécifique, tandis que 6 ont bénéficié d'une adaptation du poste de travail, 6 d'une réduction du temps de travail et 16 ont fait appel à un arrêt. Les abus n'existent pas. Il est temps de faire confiance à la responsabilité des femmes de notre pays. Certains pourraient aussi rétorquer que ce texte serait la source d'une possible discrimination, notamment à l'embauche. Pas plus ni moins, vous dirais-je, que le congé maternité. Ce qui serait stigmatisant, ce serait de laisser penser que les employeurs se refusent aujourd'hui à recruter une femme parce qu'elle pourrait avoir des enfants, souffrir de règles douloureuses ou d'autres contraintes de santé liées par exemple à la ménopause. Mais ce qui est véritablement stigmatisant, et nous le savons, nous les femmes, c'est d'être pénalisées parce que nous ne contrôlons pas ou d'être suspectées de vouloir profiter d'un nouveau droit.
Nous ne nous privons pas de mettre en place un système juste et nécessaire en prétextant un risque de discrimination qui n'existe pas dans la réalité. Nous devons soutenir et encadrer un mouvement enclenché avec courage dans les secteurs publics et privés pour répondre à une attente forte, légitime et exprimée de longue date par 66 % des femmes. Les femmes doivent pouvoir travailler comme leurs collègues masculins dans des conditions optimales. Lever les tabous, rendre audible et visible la détresse de millions de femmes, améliorer notre compréhension des cycles menstruels et leur impact dans le monde du travail, tel est l'esprit de notre proposition de loi. Nous connaissons tous cette affirmation de l'auteur du deuxième sexe, suivant laquelle on ne naît pas femme, mais on le devient. Alors, avec modestie, j'ai la certitude qu'en votant ce texte, nous aiderons nos concitoyennes à être un peu plus elles-mêmes dans le regard que les autres portent sur elles et plus encore dans le leur. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Conway-Mouret. La parole est ensuite à la rapporteure de la commission des affaires sociales, Madame Laurence